Une large majorité de vote à l'ONU, jeudi dernier, a accordé à la Palestine le statut d'État observateur non membre. 138 voix pour, 41 abstentions, 9 contre. Regardez. L'Assemblée générale des Nations unies vient d'accorder à la Palestine un statut d'État observateur. 138 voix pour, 9 contre. Un vote historique, une victoire symbolique et diplomatique pour le leader palestinien. La France a voté pour, les États-Unis et Israël ont voté contre. Explosion de joie en Cisjordanie, où des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Ramallah, Hébron ou Bethléem. Je suis si fière en tant que Palestinienne. Notre président nous représente, il représente nos rêves d'une façon incroyable. Quand les gens vont se réveiller demain matin, ils verront que rien n'a changé, que la réalité est toujours la même. La seule façon d'avancer, ce n'est pas ce spectacle insignifiant donné à l'ONU, c'est d'avoir des discussions de paix utiles. Israël a répliqué immédiatement par la décision de construire 3000 logements de plus dans les colonies, y compris en Cisjordanie. Je vais être très clair avec Israël. Ces activités remettent en cause les négociations de paix. Nous ne voulons pas provoquer, que ce soit les Palestiniens ou les autres, mais vous devez comprendre que le principe de ces constructions fait partie de notre stratégie de sécurité. Enfants de mon peuple, fort, voilà, la Palestine est rentrée dans l'histoire des Nations Unies. Depuis le 29 novembre, nous avons atteint notre but. Oui, maintenant, nous avons un État. Un discours qui passe mal en Israël. L'État hébreu n'accepte pas cette reconnaissance onusienne. Les autorités ont d'ailleurs décidé aujourd'hui de bloquer l'argent des taxes douanières de la Palestine. Aujourd'hui, nous bâtissons et nous continuerons de bâtir à Jérusalem et dans tous les lieux qui sont inscrits sur la carte des intérêts stratégiques de l'État d'Israël. Alors sont arrivés Alain Grèche, vous êtes directeur adjoint du Monde diplomatique, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le conflit israélo-palestinien. Le premier, c'était Palestine 47, un partage avorté. Le dernier, c'est De quoi la Palestine est-elle le nom? Gilles-William Goldnadel, vous êtes avocat, membre du comité directeur du CRIF, président de l'association France-Israël. Votre dernier livre, Le vieil homme m'indigne, est un pamphlet contre Stéphane Hessel. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça change? Écoutez, je crois que c'est un changement important symboliquement et politiquement. C'est une manière d'affirmer que la Palestine reste sur la carte du monde, la carte géopolitique, et il faut dire que le vote a été massif. C'est-à-dire en dehors d'Israël, des États-Unis et du Canada, et quelques îles dont personne, et quelques petites îles dont personne ne connaît même l'existence, l'immense majorité de la communauté internationale reconnaît qu'il y a un État palestinien, que la Palestine est présente. Et je vous rappelle que pendant les révolutions arabes, c'est-à-dire il y a 2 ans, tout le monde disait mais finalement la Palestine elle a disparu, regardez, les gens ne manifestent pas pour la Palestine, ce qui était faux. Mais il y avait cette absence de présence de la Palestine. Maintenant elle est présente. Et puis ça donne à terme un poids nouveau à la Palestine dans les institutions internationales. Et une des grandes craintes d'Israël, c'est que la Palestine peut devenir membre de la Cour pénale internationale. Si elle devient membre de la Cour pénale internationale, elle a le droit de demander des enquêtes sur des crimes commis par Israël. Et le statut de la Cour pénale internationale, dont je rappelle que la France l'a signé, les pays occidentaux, sauf les États-Unis, l'ont signé, que nous saluons de manière permanente, considère que la colonisation, c'est-à-dire l'installation de personnes dans un territoire étranger, est un crime de guerre. Il y a aujourd'hui 500 000 colons dans les territoires occupés. Donc c'est une des choses dont Israël a le plus peur, c'est que ça se transforme non seulement en geste symbolique, mais que l'adhésion à la Palestine puisse amener des dirigeants israéliens devant cette Cour pénale internationale. Gilles-William Goldnadel. Oui, je ne m'inscris pas totalement en faux devant ce que vient de dire Alain Grèche. Ça peut changer beaucoup de choses. Et c'est pour ça que vous étiez contre? Non, je suis contre de la manière dont ça s'est passé. Vous savez, moi, je parle aux gens qui sont pour la déclaration de partage de 1947 de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Et je rappellerai inlassablement que les Arabes de Palestine auraient un État depuis maintenant 65 ans
s'il ne s'était pas refusé à ce partage parce qu'il n'acceptait pas qu'il n'y ait une présence juive sur une partie de la terre qu'il considère comme la leur. 65 ans ont été perdus. Et on est en plein psychodrame. Parce que dans l'esprit des Israéliens, qui sont dans une méfiance existentielle, obsidionale, que je crois qu'il faut prendre au sérieux si on veut arriver à quelque chose. Si on veut rien, ceux qui considèrent qu'Israël n'a pas de légitimité, je ne m'adresse pas à eux. Ceux qui considèrent que les Arabes de Palestine n'ont pas le droit à une existence nationale, je n'arriverai pas à les convaincre. Mais si on veut arriver à quelque chose, je crois qu'il faut prendre en cause, pardon de vous le dire, également le sentiment des Israéliens. Parce que les Israéliens que je connais bien, eux pensent, à tort ou à raison, mais ils ont quelques raisons d'être méfiants, pensent que les Arabes de Palestine n'ont pas changé fondamentalement depuis 1947. C'est-à-dire que depuis 1947, ils sont toujours dans la logique de plutôt annihiler l'existence de l'État juif plutôt que de créer un énième État arabe sur la carte du monde arabe. Je ne suis même pas dans le jugement, je vous explique ce qui se passe dans la tête d'un Israélien moyen. Vous avez 80% des Israéliens qui ne sont pas du tout contre des rétrocessions territoriales. Les gens en Israël qui sont arc-boutés contre la création d'un État arabe de Palestine maintenant, c'est parce qu'ils pensent que, un peu comme ce qui s'est passé dans l'affaire de Gaza, ce que les Arabes de Palestine vont obtenir territorialement servira évidemment de marchepied pour totalement détruire l'existence d'un État juif. Si on ne veut pas prendre en compte cette méfiance existentielle que je partage, je vais vous dire les choses comme je le pense, parce que je connais déjà le Hamas qui, lui, est dans un refus total de l'existence d'un État non arabe, non musulman sur un pouce du territoire, et que l'autorité palestinienne, qui est ici regardée un petit peu avec les yeux de chimène, mais qui n'est que d'une modération relative par rapport au Hamas, la barre n'est pas très haute, je vous l'accorde, mais elle est toujours, malgré tout, elle se refuse toujours à considérer Israël comme un État juif dans le sens du partage de 1947. Elle ne refuse toujours pas l'éducation de la haine des enfants dans les écoles. Il y a un antisémitisme pathologique qui règne en Palestine, comme d'ailleurs dans une grande partie du monde arabe. Pardon de vous le dire, je n'en tire aucun plaisir particulier, mais c'est un fait que l'on constate malheureusement partout. Donc dans cet état de fait, Israël a d'abord, vous savez, il y a une sorte, dans l'esprit des Palestiniens qui ont, M. Grech le disait, ils ont remporté une victoire. Mais entre nous soit dit, M. Grech, la victoire sur les 147 pays dont vous parlez, vous avez plus qu'une centaine, une majorité automatique d'États. Vous avez l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie. Vous ne pouvez pas dire que ça ne représente rien. La majorité, elle est acquise d'avance, vous le savez bien. Vous avez une majorité automatique de pays musulmans. Si on leur disait non, il n'y a pas de majorité de pays pour faire plaisir à la Palestine, que la terre est plate, Unis. Vous savez bien qu'il existe. Écoutez, Israël est le pays du monde qui est 100 fois plus condamné dans les aréopages internationaux que la Syrie, que la Chine par rapport au Tibet, que le Soudan par rapport au Darfour. Ne me faites pas semblant de croire qu'il y a une injustice particulière en ce qui concerne l'État d'Israël. Je ne vous dis pas que ça légitime tout ce que fait Israël. J'essaye de vous expliquer que nous sommes dans un psychodrame. Je termine. Oui. Non, je termine vite. Non, bien sûr, parce que sinon vous n'êtes pas clair. Non, mais moi je suis vraiment dans la logique de François Hollande il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Il y a 15 jours, 3 semaines, François Hollande, il n'est pas de France-Israël. François Hollande disait qu'il préférait 1000 fois la négociation, parce que, je ne veux pas être juriste, mais on prévoit les accords d'Oslo, qui sont le seul fil ténu qui tient encore, prévoit non pas d'initiative unilatérale, mais encore une fois, mais au contraire, la négociation. François Hollande, malheureusement, comme ça lui arrive assez souvent en ce moment, il a encore changé d'avis. Les Israéliens, il a voté, alors que beaucoup de pays européens, M. Grech, se sont abstenus pour cette
pour cette raison-là, privilégier la négociation. Alors j'objecte. Attendez, excusez-moi. Attendez, juste qu'on ouvre un peu le... La négociation, ça fait 20 ans qu'on négocie. Ça sert à rien. Vous mettez en face quelqu'un qui a la force face à quelqu'un qui n'a aucun moyen et vous n'obtenez rien. Et c'est comme ça depuis 20 ans. Excusez-moi, un chiffre simplement. Entre 1993, le moment où sont signés les accords d'Oslo, et aujourd'hui, il y a eu 300 000 colons supplémentaires à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Comment vous voulez aboutir à la paix dans ces conditions? Et alors, bien sûr, dans ces conditions, moi je serai le gouvernement israélien. Et d'ailleurs, un des premiers ministres israéliens l'avait dit, nous voulons des négociations parce que nous ne voulons pas aboutir. Nous voulons des négociations jusqu'au bout qui durent. Et pendant ce temps, la colonisation s'étend tous les jours et on crée les conditions. Déjà aujourd'hui, on peut s'interroger s'il y a la possibilité réelle de créer un État palestinien, tellement le territoire de Cisjordanie est mangé par les colonies. Alors juste, je voudrais, parce qu'on a fait constamment des allers-retours avec les années 70 pendant toute cette émission, retour en 1974, déjà un Palestinien à l'ONU, mais cette fois on ne lui a pas demandé de rester à celui-ci. سيادة الرئيس إنني كثائر من أجل الحرية إنني ثائر من أجل الحرية وأعرف كثيرين من الجالسين في هذه القاعة كانوا في مثل المواقع النضالية التي أقاتل منها الآن واستطاعوا من خلال نضالهم أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق إنهم شركائي في الأمل والحلم لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه Vincent Cespedes. Tout le monde applaudit. En fait, Israël n'est pas stigmatisé pour Israël aujourd'hui. Je crois qu'on a dépassé ça. Elle est stigmatisée pour sa politique. Et une politique plutôt conservatrice. Et quand vous parlez de l'Israélien moyen, c'est totalement sophistique ce que vous dites. C'est un vice de procédure intellectuelle. Donc je ne suis pas spécialiste du dossier, mais quand même, j'ai lu Haaretz, qui est un journal où des Israéliens, comme vous dites, parlent. Et ils ont applaudi la mesure. Il y en a qui disent, Gideon Lévy qui écrit qu'un Israël qui refuserait les mesures de l'ONU, c'est un Israël qui renforcerait le Hamas et préconiserait le retour au terrorisme. Donc vous parlez d'un Israélien moyen qui n'existe pas. Il y a des Israéliens qui se réjouissent de cette mesure. Et je pense, comme M. Grech, que la solution sera du ressort de l'internationalisation de la sensibilité. Et je pense qu'on va vers cette voie. Et vers quoi, vers la solution, c'est une justice internationale, qu'elle s'en occupe un peu. Et on peut applaudir qu'il y ait vraiment, pour le coup, un partenaire qui soit plus modéré que les extrémismes. Éric Nolot. De manière générale, on parlait en début d'émission des mots qu'on entend depuis notre enfance. Là, moi, c'est Israël et Palestine, ça en fait partie. Et je vais être un peu brutal, mais je trouve que par rapport à l'importance du problème vu de France, le retentissement médiatique est un peu excessif. Parce que même si on additionne les deux communautés qui sont plus particulièrement concernées, ça représente 10% de la population française et on n'entend parler que de ça. Et moi, je vous le dis franchement, je suis plus intéressé par ce qui se passe en Europe qu'au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Et je trouve qu'on devrait plus en parler. C'est un peu obsessionnel. Vous avez raison. C'est un peu maladif et ça devient un peu. Mais je suis complètement d'accord. Il y a une sorte. Pardon, il y a une sorte. Vous avez d'accord. De pathologie. Il y a une sorte de pathologie, je dirais, israélo-centriste ou palestino-centriste, qui fait que les gens, les spectateurs, je parlais de psychodrame, vous avez des gens qui, notamment en France, mais je ne dis pas seulement, jettent plutôt de l'huile sur le feu. Je suis complètement persuadé que s'il n'y avait pas eu justement ce genre de spectateurs engagés, qui voulaient être plus israéliens que le dernier des Israéliens, plus palestiniens que jusqu'au dernier palestinien, on n'en serait pas là. Et de mon point de vue, moi je suis un spectateur engagé aussi, de mon point de vue dans ma vision des choses, alors vous me dites, vous prenez des exemples, monsieur, du Haaretz qui représente quand même la gauche et l'extrême gauche de la population. Ça existe, c'est des gens, c'est des jeunes. Non, mais une deuxième chose. Je dis pas ça. Ce qui choque, contrairement à ce que vous avez dit, c'est que
il y a une décision démocratique qui est prise à l'ONU à une majorité écrasante. On peut chipoter sur qui vote quand. Voilà. La réponse d'Israël, ce sont des représailles illégales au regard du droit international. Or, qu'est-ce qui se passe? Vous dites Israël est stigmatisé. Non, on leur dit attention, hein, c'est pas bien. On va convoquer votre ambassadeur. Il y a une forme d'impunité, mais qu'on ne comprend pas, parce que d'autres pays se font aligner et on leur passe rien. Israël, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut comprendre en partie, mais voilà. Vous avez, Monsieur Nolot, vous avez le sentiment sur cette affaire-là, vous avez le sentiment que dans les aréopages internationaux, non, je parle pas généralement, Israël je parle de cette affaire. bénéficie d'un traitement de faveur particulier. Je parle de cette affaire. C'est votre vision des choses. De quel pays on accepterait qu'en réponse à une décision démocratique de l'ONU, il y ait un acte d'envahissement, parce que c'est absolument égal. Non, mais je vous dis, je vous parle pas de l'antisémitisme de salon. Non, mais je vous parle pas de l'antisémitisme de salon. Je vous parle sur cette affaire précise. Éric Nolot, d'abord, moi je suis pas l'avocat du gouvernement israélien. Je ne suis pas du tout sûr que ça soit. Non mais pour vous répondre, je suis pas du tout sûr que ce soit une bonne politique de surjouer cette affaire-là, qui tourne effectivement au psychodrame. Si j'avais été le gouvernement israélien, j'aurais accordé moins d'importance à cela. Ça n'est pas tant la décision de la majorité automatique de l'ONU qui prend une décision qui n'est pas très grosse de sens, parce que c'est un État observateur non membre. C'est une création chimérique, hein, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous proposez? Oslo qui est mort depuis 20 ans. Je voudrais élargir la conversation si ça vous ennuie pas tous les deux. Non mais je propose très concrètement la négociation avec un partenaire américain qui torde les bras des deux partenaires. Et Obama a commis... Ça paraît raisonnable. Obama, je crois que oui. Ouais. Obama a commis une erreur de débutant au début de son mandat, c'est qu'il a oublié le bras palestinien. Il est arrivé, il a fait un discours du Caire totalement islamophile. Ensuite, il a condamné les constructions à Jérusalem. Il a complètement oublié les devoirs de la partie palestinienne, qui est le premier, c'est le plus important, de reconnaître Israël en tant qu'État juif. Alain Grèche, et puis... Écoutez, sur l'importance du conflit israélo-palestinien, c'est évident que c'est une importance démesurée par rapport au nombre de personnes, à l'enjeu, même géostratégique, il n'y a pas de pétrole, etc. Mais dans l'histoire, il y a eu des conflits comme ça qui sont symboliques de quelque chose. Je vous rappelle le discours du gouvernement blanc sud-africain pendant l'apartheid, qui disait oui, peut-être on fait les choses pas bien, mais regardez les crimes que font les pays africains. Et pourtant, l'Afrique du Sud a été, dans les années 80, pour une génération, un élément de mobilisation. Aujourd'hui, l'injustice faite en Palestine est vraiment quelque chose de symbolique à travers le monde. Pour les générations, je pense pour des jeunes générations en Europe, mais aussi à travers le monde, parce qu'elle est au rapport entre Orient et Occident. Oui. Et c'est une dimension qui est très importante. C'est-à-dire, effectivement, c'est la dernière question coloniale non réglée. C'est la dernière question coloniale non réglée. C'est une injustice qui se perpétue. On dit Israël est sans arrêt condamné. Et c'est vrai qu'on peut dire dans certaines instances il est condamné alors que d'autres États ne sont pas condamnés. Mais quel État qui commet de telles infractions reçoit une telle aide, non seulement des États-Unis, mais de l'Union européenne? Les relations entre l'Union européenne et Israël se développent depuis 10 ans maintenant, comme si la Palestine n'existait pas. Jamais elles n'ont été aussi bonnes. Jamais l'aide économique n'a été aussi importante. Jamais la coopération militaire n'a été aussi importante. Quelqu'un a pu dire les relations entre la France et Israël, c'est comme en 1956 maintenant. Comme si la Palestine n'existait pas. Et je comprends que ça indigne et que ça fasse que quand ensuite nous allons dire aux gens dans le monde arabe la démocratie, nous voulons la démocratie, les gens rigolent et disent écoutez, regardez ce que vous laissez passer en Palestine. Et ça, c'est réellement quelque chose d'important. Philippe Manière, vous voulez... Non, moi, là où je suis vraiment d'accord avec Alain Grèche, c'est que ce conflit, même s'il est numériquement, démographiquement et même géopolitiquement, vous avez raison, du second ordre, voilà, c'est le nombril du monde pour des raisons historiques, culturelles, intellectuelles, morales évidentes, certaines auxquelles je souscris, de celles que vous avez dites, d'autres moins, mais peu importe. Ça ne peut pas ne pas être complètement hypertrophié. Et j'ai envie de dire... Ça ne leur rend pas service aux deux parties. Mais peu importe, c'est inévitable. C'est inévitable. On ne peut pas parler du conflit israélo-palestinien comme on parlerait d'un incident de frontière. J'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait un incident de frontière qui dure depuis 60 ans entre le Canada et les États-Unis. On s'en fiche. Bon, ça, vous disiez, oups, c'est ombilical. C'est encore mieux que voilà. On ne peut pas faire autrement. Moi, j'ai deux questions à vous poser parce que je suis loin d'être spécialiste du sujet. La première, c'est, il y a des élections, je crois, fin janvier en Israël, 21, 22 janvier. Je crois comprendre évidemment que l'approche des élections hystérise toujours les situations là-bas comme ailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer que les choses soient différentes dans ce conflit après le 22 janvier? Puis j'ai une autre question d'ordre plus opérationnel.
moi, je ne comprends pas qu'Israël, on a l'impression qu'Israël a été surpris de ce vote. Israël est tombé du placard. Israël ne s'attendait pas à se prendre un tel revers. Enfin, c'est les commentaires que j'ai lus. Est-ce que c'était vraiment imprévisible? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce que, je sais pas quoi, le vote de la République tchèque était pas attendu ou le contraire? Comment ça se fait qu'on en parle autant que ça? Parce qu'autant je comprends qu'on parle du conflit et de la région, autant qu'on parle de ce truc, franchement, ça je comprends mal. Alors très rapidement. Très rapidement. D'abord, je ne suis pas d'accord du tout avec Alain Grèche, et sans doute. Je crois malheureusement qu'il y a le drame de l'obsession de la question juive et le drame de l'obsession de l'État juif. Je crois que malheureusement, il existe un judéocentrisme des non-juifs qui aggrave la situation. Deuxièmement, pour répondre à M. Manière, je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer l'importance des élections israéliennes. Il faut comprendre que tous les gouvernements israéliens, de droite et de gauche, ont eu à peu de choses près, la même politique et une marge assez étroite compte tenu de leur point de vue, de la position des Arabes de Palestine. Maintenant, on a tendance à canoniser Isaac Rabin, mais je peux vous dire que Rabin, lorsqu'il a commencé, après Oslo, à devoir affronter et le Hamas, les attentats du Hamas, et l'ambivalence de M. Arafat, qui a refusé, moi je veux bien qu'on victimise les Palestiniens, ils ont refusé 47. Arafat a refusé les offres de Rabin. Non, mais bien sûr, non. Il a refusé. Revenons pas sur tout. Non, mais ce que je veux dire, la victimisation et Israël qui serait le seul État colonisateur. Non, mais il y a un occupant et un occupé, vous pouvez pas, c'est la réalité du terrain. Oui, mais c'est factuel. Oui, c'est factuel. C'est factuel, c'est factuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un contexte. Sauf que vous ne voulez peut-être pas voir, Monsieur Grèche, que les Israéliens sont pris en étau entre le Hamas, parce qu'ils sont deux, les représentants des Palestiniens, entre le Hamas qui ne veut rien et une autorité palestinienne qui louvoie. Et par conséquent, dans le cadre de cet étau, je suis d'accord avec vous, il joue la politique de la montre. Et c'est un véritable crève-cœur, puisque comme vous l'avez remarqué vous-même, effectivement, les implantations augmentent. Et aujourd'hui, on est encore plus mal placé pour la paix qu'il y a 10 ans. Mais la faute à qui? De mon point de vue, engagé, mais ce n'est pas pourtant que je renonce à mon objectivité, monsieur, de mon point de vue, les Arabes de Palestine n'arrêtent pas, par leur irrédentisme, de refuser une solution qui leur donnerait un État, que vous le vouliez ou non, dans 24 heures, si c'était pour un oui définitif. Si c'est pour recommencer 15 jours après, ça n'intéresse personne. D'abord, vous avez parlé de l'antisémitisme qui existe dans le monde arabe, vous n'avez pas parlé du racisme anti-arabe massif. Il y a pratiquement une majorité d'Israéliens qui sont pour on enlève la nationalité aux Palestiniens d'Israël. C'est quand même incroyable. Deuxièmement, on parle d'une société qui est de plus en plus à droite. Monsieur Lieberman, qui est ministre des Affaires étrangères, c'est un fasciste qui aurait été qualifié de fasciste dans n'importe quel autre pays, mais là, il a une légitimité. Et aux dernières élections du Likoud qui ont eu lieu la semaine dernière, il y a 15 jours, même ces gens-là sont tournés sur leur droite par un certain nombre de gens, dont M. Moshe Feiglin, qui est un colon, qui a fait l'apologie de Hitler en expliquant qu'il avait remis l'Allemagne nazie, qu'il avait remis l'Allemagne sur pied, et c'est ces gens-là qui vont faire la paix. Ceux qui font l'apologie tous les jours de Hitler, c'est une grande partie des représentants de la Palestine, pas seulement du Hamas, mais également des membres de l'autorité palestinienne. Vous ne voulez pas le voir. Et il n'y a aucune équivalence. A voulu aller au mémorial de l'Holocauste. La communauté juive aux États-Unis a fait pression pour qu'il n'y aille pas. Les livres d'école, des petits Palestiniens. On va pas résoudre le conflit ce soir. De toute façon, le Merci en tout cas, et on comprend pourquoi ça dure.